Bienvenue sur votre plateforme de formation. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de cette formation sur le social media marketing. Donc, nous allons aujourd'hui démarrer le module 3, à savoir la formalisation et l'exécution de sa stratégie éditoriale. La stratégie éditoriale est aussi appelée stratégie de contenu ou encore content marketing. Et cette démarche notamment repose sur la création et la diffusion de contenu comme son nom l'indique. Pour ne pas partir dans tous les sens, il est important de pouvoir mettre sur place une stratégie web éditoriale, de mettre en œuvre notamment des logiques de curation, de user-generated content et d'avoir surtout un tableau de bord qui permette de piloter la stratégie éditoriale. Cependant, cette logique, notamment stratégie éditoriale, est au cœur de la gestion de l'e-réputation. Et la gestion de l'e-réputation est un pilier non négligeable quand on parle notamment de social media marketing. En effet, quand on parle de l'e-réputation, il s'agit de gérer son identité numérique, de gérer notamment tout ce qui peut se dire sur soi, sur son produit, sur sa marque ou sur son entreprise. Dans ce sens, il va être important de prendre conscience de la place du content marketing dans la gestion de l'e-réputation. Et nous allons donc commencer par évoquer cette question de la gestion de l'e-réputation. Alors aujourd'hui, quand on parle de gestion de l'e-réputation, on évoque une question qui est cruciale pour toutes les entités, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et c'est aussi un élément qu'on corrèle beaucoup aux questions notamment de présence sur les réseaux sociaux et de community management ou de social media marketing de façon générale. Et quand on est notamment une entreprise, ça va être une question cruciale, une question déterminante par rapport même à la survie de l'entreprise dans certaines situations. Nous allons dans un premier temps essayer effectivement de parler de la préparation de son plan d'action. Donc après un point introductif, donc comment est-ce qu'on prépare un plan d'action 2.0 visant notamment une logique de gestion de l'e-réputation. Comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on défend sa présence sur Internet et comment est-ce que notamment on intègre dans une logique d'exécution son plan d'action. On va essayer dans un premier temps de définir ce qu'est tout simplement l'e-réputation. Donc, génériquement, on parle de e-réputation pour désigner l'ensemble des informations, avis, échanges, rumeurs sur le web concernant une personne physique, une personne morale, un produit, une marque ou une entreprise. Donc, quel que soit notamment le type d'entité qui est évoqué, on va se retrouver effectivement à avoir des informations, que ce soit des informations fournies par l'entité elle-même ou encore des informations fournies par des entités tierces. Mais l'ensemble de ces informations vont former ce qu'on appelle une opinion commune, une réputation. Et c'est un peu ce qu'on appelle la e-réputation ou la cyber-réputation ou encore la réputation numérique. Donc, c'est une problématique d'image et de perception. Et cette image ou cette perception va notamment correspondre à l'identité de la marque, de la personne avec qui on associe notamment ces informations. Donc, en somme, si on doit notamment retenir des mots-clés, ça va être les informations. Ça peut être des informations qu'on a nous-mêmes déclarées, soit en créant des comptes, en remplissant des formulaires, en étant présent sur certains territoires. Donc, les avis que nous-mêmes on donne, les échanges qu'on peut effectuer de façon publique, relativement même quelquefois de façon privée. Parce que quelquefois, en fait, et ça sur des questions juridiques, on a même du mal à définir aujourd'hui la frontière entre la sphère publique et la sphère privée. On a tous eu écho notamment de personnes qui ont eu des soucis car ils ont présenté les choses dans le privé et ces choses qu'ils ont présentées dans le privé, soit peut-être autour d'un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça, s'est retrouvé effectivement à être public. Donc, les échanges, les commentaires, les rumeurs, tous ces éléments vont venir construire l'identité numérique de toutes ces entités. Donc, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Et j'insiste parce qu'il n'y a aucune personne qui peut se prévaloir de ne pas être concernée. Qu'on ait l'impression d'être vraiment présent sur Internet ou qu'on ait l'impression d'être beaucoup moins présent sur Internet, qu'on soit une personne physique, qu'on soit une entreprise, personne morale, qu'on soit une personne réelle ou encore un avatar, un personnage fictif, on est concerné. Donc, tout le monde est concerné. Les personnes physiques, les personnes morales, les personnes réelles, les personnes imaginaires, les produits, les marques sont concernés par la problématique de la gestion de l'e-réputation. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un challenge lié notamment à la culture digitale. C'est que lorsqu'on parle notamment de
de gestion de l'e-réputation, il y a une révolution qui s'est produite et cette révolution digitale qu'on évoque tout le temps, c'est d'abord une révolution sociale et sociétale. C'est-à-dire que ce sont nos comportements qui ont changé et parce que nos comportements ont changé justement, il y a un ensemble d'éléments en termes de code, en termes de préceptes, en termes d'appréhension qui aussi ont changé par rapport même à cette question de ce qu'est par exemple le privé. Et parmi ces éléments, l'élément qui ressort le plus, c'est l'exposition. Aujourd'hui, dans la culture digitale, l'exposition est une norme. C'est-à-dire le fait de s'exposer est quelque chose de tout à fait normal. Ça ne dérange quasiment personne de s'exposer ou encore de voir des gens s'exposer. Tous les jours, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, on voit des gens exposer, limite quelquefois leur intimité. Et ça change un peu notre donne ou notre appréhension même de ce qu'est l'intimité. Voir quelqu'un, par exemple, partager toute la journée l'ensemble de ses activités ne choque personne. C'est devenu quelque chose de normal. Que je sois dans mes toilettes, que je sois notamment au restaurant, je vais passer la journée à dire ce que je suis en train de faire. Et donc, n'importe qui peut retracer toute ma journée, heure par heure. Et ça, c'est effectivement un élément qui découle de la culture digitale, mais il faut aussi qu'on puisse prendre conscience que l'ensemble de ces actions vont venir alimenter mon identité numérique et l'ensemble de ces actions, donc tous ces contenus que j'ai produits, va venir effectivement composer ma réputation en ligne. Donc, lorsqu'on parle aussi des entreprises, c'est la même chose. Donc, les entreprises aussi, dans leur volonté effectivement de rentrer en contact, de créer des communautés et de supprimer un peu cette frontière qui peut exister entre eux et leurs clients, vont tâcher effectivement de maximiser cette logique de production de contenu, mais quelquefois aussi d'impliquer leurs managers, donc les directeurs, les top managers, dans la logique de production de contenu. Et ça aussi, effectivement, ça va participer à la création effectivement de l'identité numérique de cette entité. Donc, ce qu'on va retenir pour introduire, c'est que les technologies de l'information et de la communication, cette révolution digitale qu'on évoque, a eu un gros impact sur les comportements sociaux. Et c'est parce qu'il y a de gros impacts sur les comportements sociaux qu'il devient aussi impératif pour les entreprises, pour les personnes physiques, de voir leur approche en termes effectivement d'appréhension de leur réputation. Et c'est vraiment une question sociale et sociétale, dans le sens où on constate ou on assiste à une privatisation de la société par l'explosion de l'individualisme. Si par exemple je suis un influenceur, dépendant du type d'influenceur que je suis, si par exemple je suis un influenceur lifestyle, dans le style peut-être de, je sais pas, des Kardashians pour être vraiment générique et relativement caricaturiste, quelque part je privatise ma vie privée. L'optique étant de prendre conscience qu'on est en train de privatiser effectivement la société. Si je suis influenceur aussi, j'accepte de produire des contenus dans ma vie de tous les jours et je suis en train de privatiser effectivement mes données personnelles, je suis en train de privatiser ma sphère privée. Et donc la frontière entre la sphère privée et la sphère publique devient floue. Il y a une automatisation des processus de collecte de données. Donc aujourd'hui, n'importe quelle application qu'on installe sur notre téléphone va avoir effectivement des fonctions de collecte de données automatiquement. D'accord ? Et on l'y autorise. Et nous-mêmes, effectivement, ce sont des éléments qui ne nous posent pas tant que ça de problème. Et c'est parce que ce sont des éléments qui ne nous posent pas tant que ça de problème que on parle effectivement de privatisation de la société. On accepte par exemple d'être sur Facebook gratuitement, mais on sait que quelque part, en échange, on est en train de donner quelque chose. D'accord ? Que Facebook n'est pas totalement gratuit, on est en train de donner quelque chose. Que Instagram n'est pas totalement gratuit, on est en train de donner quelque chose. Et donc, il y a ce qu'on appelle une patrimonialisation des aspects de la vie privée. Et tous ces aspects découlent effectivement de cette révolution digitale, de cette révolution sociale et sociétale qui va aussi effectivement être important à prendre en compte pour bien appréhender cette question de la gestion des réputations. Donc, en guise d'introduction notamment, c'est quelque chose qu'on peut retenir, c'est que c'est vraiment un changement social et sociétal avant tout, d'accord ? Que la notion de vie privée telle qu'elle était entendue il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est pas la façon dont elle est entendue aujourd'hui. Et donc, la réputation en ligne aujourd'hui va englober tellement d'éléments qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir maîtriser, selon qu'on est une entité morale, donc une personne morale ou une entité, une personne physique. Donc, sur cette base, c'est quoi une identité numérique ?
Donc, l'identité numérique, c'est tout ce qu'on peut dire sur moi, tout ce que les gens peuvent dire sur moi. Mon opinion, qu'est-ce que je pense par exemple de la polygamie, qu'est-ce que je pense de l'homosexualité, qu'est-ce que je pense de telle politique ou de telle autre politique, comment je m'exprime, tout ce que je peux dire du matin au soir, qui je connais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, est-ce que j'ai des avatars, est-ce que par exemple j'ai des faux comptes, est-ce que j'ai des personnes ou des comptes virtuels, d'accord, des personnages virtuels que j'ai créés et qui bien sûr sont corrélés à ma personnalité, à ma personne, et qui me permettent d'être identifié. Ma profession, ce que j'achète, ce que je consomme, ce que je regarde, ce que je ne regarde pas, tous ces aspects vont venir constituer l'identité numérique. Donc, c'est un lien technologique entre une entité réelle, ça peut être une personne physique, ou une entité, personne morale. Donc, l'identité numérique, on peut l'appréhender par rapport à 3 catégories. Donc, ce qu'on va appeler l'identité agissante, l'identité déclarative et l'identité calculée. L'identité agissante, l'identité déclarative et l'identité calculée. Donc, l'identité agissante, c'est donc nous-mêmes, lorsque généralement, par exemple, on remplit des formulaires en ligne pour créer des comptes. Par exemple, quand je vais aller créer mon compte sur Facebook, je vais remplir un formulaire. Donc, moi-même, je vais déclarer des choses. Donc, je vais notamment être dans ce qu'on appelle l'identité déclarative. Donc, l'identité déclarative va se référer à l'ensemble des données qui sont saisies par l'utilisateur. Donc, comme le nom, le prénom, la date de naissance, les autres informations personnelles. D'accord? Là, on va parler notamment de l'identité déclarative. Donc, tout ce qu'on va déclarer va relever de l'identité déclarative. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'identité agissante. L'identité agissante va désigner nos actions. Donc, si par exemple, je me connecte le matin à 8h36, bah, ça, c'est des informations. Je me suis connecté à 8h36, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé 2 minutes de vidéo, ensuite j'ai été sur CNeWeb, j'ai regardé tel article, ensuite j'ai été sur Facebook, j'ai partagé toutes ces actions que je pose, quelles qu'elles soient, aussi infimes qu'elles puissent être, même celles que notamment on renseigne par inadvertance ou encore sans en prendre conscience. Parce que mon téléphone, par exemple, je peux l'autoriser, même de façon inconsciente, parce que peut-être certaines applications que j'utilise l'intègrent. Mon téléphone peut effectivement participer à la production de données qui vont alimenter l'identité agissante. Donc, notamment par des questions de géolocalisation, par des questions effectivement d'action, d'accord, ou d'inaction, d'accord. Je suis en train de dormir, je ne suis pas en train de dormir, etc. Donc, toutes ces questions vont venir construire effectivement l'identité agissante. Mais pas seulement mes actions à moi, mais aussi les actions qui vont être posées par mon entourage ou des gens que je peux ne pas connaître. D'accord? On a tous eu écho de gens qui sont retrouvés à des soirées, qui ne voulaient pas qu'on sache qu'elles étaient à ces soirées. D'ailleurs, qui sont venus sans téléphone portable pour éviter le risque de publier quoi que ce soit. Mais d'autres personnes les ont pris en photo à leur insu et ensuite ont publié ces photos et quelquefois les ont taguées, ou ont utilisé effectivement des référents permettant de les identifier pour notamment coller ces référents à la photo. Donc, tout ça aussi, effectivement, va participer à l'identité agissante. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'identité calculée, donc qui va effectivement se mesurer de façon, on va dire, chiffrée. Donc, on va notamment chiffrer le nombre de likes, le nombre de publications, le nombre de communautés virtuelles, etc. pour notamment désigner une individu. Dire par exemple que Kylie Jenner, c'est tant de followers sur Instagram. Dire que Kim Kardashian, c'est tant de followers sur Instagram. Dire que tel artiste, c'est tant de publications par jour, etc. Donc ça va être l'identité calculée. Donc toutes ces informations vont venir composer ce qu'on appelle l'identité numérique. Alors, si on a conscience notamment de ce qu'est l'identité numérique, il va être crucial qu'on puisse l'évaluer, qu'on puisse la défendre. Et c'est là où on rentre notamment dans une logique managériale, dans une logique de gestion de l'e-réputation. Donc voilà, ce sera tout pour cette première capsule qui va nous permettre d'introduire la notion de l'e-réputation et de poser effectivement les perspectives de sa gestion en rapport avec le content marketing. Donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.